Dans toute l'Asie et l'Europe, les Américains ont la réputation, souvent jugée imméritée, d'être les auteurs de la civilisation la plus matérialiste qui ait jamais existé. Mais cette réputation peut être trompeuse, car il n'y a jamais eu de culture aussi complètement détachée du véritable matérialisme. L'idée de matérialisme, dans son essence, devrait impliquer une appréciation et un respect profond de la matière, un sentiment d'admiration pour le monde physique et ses possibilités infinies. Cependant, si nous examinons de près la structure de la société américaine moderne, nous réalisons un paradoxe. Malgré l'abondance de biens de consommation et de richesses accumulées, il y a un manque évident de lien véritable avec le monde matériel. En effet, que signifie être véritablement matérialiste? Si nous prenons la définition la plus pure, un matérialiste serait quelqu'un qui aime la matière, la vénère et trouve du plaisir et du sens dans la façon dont il la traite. Cependant, le système éducatif américain, loin de cultiver cette appréciation, semble conçu pour éloigner les gens de tout contact avec la matérialité. L'éducation formelle, pour l'essentiel, est excessivement théorique et orientée vers le développement de carrières bureaucratiques. Les jeunes sont formés pour devenir banquiers, avocats, administrateurs, vendeurs et enseignants, sans aucune considération pour l'apprentissage de compétences concrètes liées au monde matériel. Si l'on analyse l'éducation aux États-Unis, on constate que l'enseignement des métiers et de l'artisanat est relégué au second plan, comme s'il s'agissait d'une alternative pour ceux qui ne peuvent pas suivre le rythme de l'éducation académique conventionnelle. Les programmes de menuiserie, de métallurgie, de mécanique automobile et autres métiers sont traités comme des options inférieures, proposées plus par obligation que par reconnaissance de leur véritable valeur. Cette négligence de l'apprentissage pratique est le reflet d'une culture qui privilégie l'intellectualisme abstrait à la maîtrise du monde physique. L'ironie est que cette déconnexion de la matérialité ne se limite pas à l'éducation. Elle s'étend à presque tous les aspects de la vie quotidienne. La consommation accélérée de biens et la production incessante de déchets et de pollution mettent en évidence une relation utilitaire avec les objets et les ressources naturelles. Les choses ne sont pas appréciées pour ce qu'elles sont, mais pour ce qu'elles représentent dans un cycle de consommation effréné. L'élimination rapide des produits, la culture du jetable et l'obsolescence programmée sont les symptômes d'une société qui ne valorise pas la matière, mais seulement sa fonction momentanée. Si nous comparons cette perspective avec des cultures qui ont historiquement valorisé l'interaction avec la matière, comme le Japon et certaines régions d'Europe, nous constatons un contraste saisissant. Au Japon, par exemple, l'art du kintsugi, qui consiste à réparer des céramiques cassées avec de l'or, illustre une vision totalement différente du monde matériel. Au lieu de jeter un objet endommagé, on le restaure de manière à ce que son histoire et ses imperfections fassent partie de sa beauté. Dans les pays européens comme l'Italie et la France, il existe un profond respect pour l'artisanat, de la fabrication de meubles à la cuisine traditionnelle, où la préparation de chaque plat est une célébration de la qualité des ingrédients et des techniques transmises de génération en génération. Aux États-Unis, en revanche, la consommation et l'élimination rapide des biens témoignent de l'absence d'un véritable matérialisme. Si la relation avec le monde physique était authentique, on apprécierait le travail manuel et la création minutieuse d'objets durables. Or, nous constatons la prédominance d'une mentalité qui transforme rapidement les ressources en déchets sans tenir compte de la valeur intrinsèque de la matière première ni de l'habileté avec laquelle elle a été manipulée. Ce mépris pour le monde matériel se reflète également dans la manière
dont le temps et l'espace sont traités. Au lieu d'apprécier le voyage et l'expérience du présent, on est obsédé par la vitesse et l'efficacité. Le transport, par exemple, n'est pas considéré comme une expérience, mais comme un inconvénient qui doit être éliminé le plus rapidement possible. Il en résulte un monde où la patience et la contemplation sont devenues des vertus rares, remplacées par un désir ininterrompu de progrès et d'optimisation. Ainsi, la culture américaine, prétendument matérialiste, se révèle en réalité un phénomène profondément antimatérialiste. Il ne s'agit pas d'une civilisation qui apprécie la matière, mais d'une société qui la jette et la remplace sans lien réel avec son essence. Le véritable matérialisme ne réside pas dans l'accumulation de biens, mais dans la capacité à reconnaître et à valoriser la matière dans sa plénitude, que ce soit dans l'art, la fabrication, la cuisine ou l'architecture. En fin de compte, l'abondance matérielle, sans l'appréciation correcte du monde physique, aboutit à une existence paradoxalement vide de sens. Le véritable matérialisme ne réside donc pas dans la possession, mais dans l'attention, le respect et l'appréciation du monde qui nous entoure. Et pour ceux qui n'entrent pas dans le système éducatif traditionnel, la société offre des alternatives d'apprentissage pratique avec une certaine réticence, comme si ces carrières n'étaient qu'une concession à ceux qui n'ont pas d'autre choix. Les cours sur les métiers manuels, tels que la menuiserie, la métallurgie et la mécanique automobile, sont considérés comme une nécessité regrettable, quelque chose qui doit exister simplement parce que tout le monde ne sera pas en mesure de poursuivre des carrières académiques. Cependant, au lieu d'être célébrés comme des compétences essentielles au fonctionnement de la société, ces emplois sont souvent stigmatisés, considérés comme inférieurs et traités comme une dernière option. Cette mentalité conduit à la dévalorisation des travailleurs manuels eux-mêmes, qui finissent par être sous-estimés et sous-payés alors qu'ils jouent un rôle clé. Le manque d'appréciation du travail manuel se reflète dans la manière dont la société traite le monde matériel. Aux États-Unis, la construction, par exemple, a une approche essentiellement utilitaire, axée sur la production de masse et la rapidité d'exécution, souvent au détriment de la qualité et de la durabilité. En revanche, des cultures comme le Japon et l'Allemagne témoignent d'un profond respect pour l'artisanat et l'excellence dans la construction, où la précision et l'attention portée aux détails sont considérées comme essentielles. L'architecture japonaise traditionnelle, par exemple, implique une connaissance approfondie du bois et de son interaction avec l'environnement, ce qui permet de construire des bâtiments qui résistent aux tremblements de terre depuis des siècles. De même, l'ingénierie allemande est largement reconnue pour sa qualité et sa durabilité, résultat d'une tradition de valorisation de l'artisanat et de connaissances techniques raffinées. Cette négligence de la matérialité se manifeste également dans la manière dont les biens de consommation sont conçus et utilisés. La société américaine promeut largement une culture du jetable, où les produits sont conçus pour être remplacés rapidement. L'obsolescence programmée, une stratégie adoptée par de nombreuses industries, garantit que les appareils électroniques, les appareils ménagers et même les vêtements ont une durée de vie courte, encourageant ainsi un cycle continu de consommation. En plus de générer une quantité absurde de déchets, cette approche reflète une mentalité qui considère les objets comme jetables plutôt que de valoriser leur qualité et leur longévité. À l'inverse, des pays comme la Suède et le Danemark ont beaucoup investi dans l'économie circulaire, encourageant la réparation et la réutilisation des biens, réduisant ainsi les déchets et promouvant un modèle de consommation plus durable. Si cette culture du jetable se reflète dans la manière dont nous traitons les objets, il n'est pas surprenant qu'elle affecte également
la manière dont les gens se rapportent à leur propre temps et à leur propre espace. Au lieu de profiter du présent et de trouver de la satisfaction dans le processus, l'obsession de la productivité et de l'efficacité signifie que l'objectif principal est toujours d'atteindre le point suivant du voyage le plus rapidement possible. Le trajet domicile-travail, par exemple, n'est pas perçu comme une occasion de contemplation, mais comme un obstacle à éliminer. Le développement de moyens de transport plus rapides et plus efficaces, comme les trains à grande vitesse au Japon et en France, reflète ce besoin de réduire le temps passé entre un point et un autre. Cependant, cette course constante crée un paradoxe. Plus nous nous déplaçons vite, moins nous vivons chaque instant. Le voyage cesse d'être une expérience et devient un simple intervalle vide entre deux destinations. Ce schéma s'applique également au temps libre. L'idée que le temps libre est une compensation pour le travail acharné se traduit par des formes de divertissement passives qui ne nécessitent qu'une implication réelle, minimale. La télévision, par exemple, est l'un des principaux passe-temps, mais elle offre une expérience limitée, où le téléspectateur est un observateur passif des événements qui se déroulent sur un écran, sans odeur, sans texture, sans interaction réelle. Même avec les progrès technologiques qui ont apporté les télévisions à haute définition, le son immersif et même la réalité virtuelle, l'essence de cette forme de divertissement reste la même. Une simulation de la réalité, séparée du spectateur par une barrière invisible, comme s'il se tenait devant une vitrine, regardant un monde auquel il ne peut pas appartenir. Le problème ne réside pas dans l'existence de la technologie, mais dans la manière dont elle remplace les expériences authentiques au lieu de les compléter. Ce détachement du monde réel se reflète même dans l'alimentation. La nourriture, au lieu d'être un moment de plaisir et de connexion avec les sens, est devenue une nécessité pressée qui est souvent dépourvue de saveur. Les plats préparés ultra transformés, comme les fameux dîners télévisés, illustrent cette approche. Des aliments autrefois naturels, mais qui ont subi tellement de transformations industrielles qu'ils ont perdu presque toute leur saveur originelle. Ils sont consommés non pas parce qu'ils procurent du plaisir, mais parce qu'ils sont pratiques et qu'ils remplissent la fonction de base de fournir des calories et des nutriments. L'acte de manger, qui dans de nombreuses cultures est une fête, est devenu aux États-Unis davantage une tâche à accomplir, sans grande implication sensorielle ou sociale. La mentalité d'efficacité extrême et la séparation du travail et du plaisir contribuent à une existence mécanisée, où les gens passent rapidement d'une obligation à l'autre, consommant des biens et des divertissements de manière superficielle, sans s'engager véritablement dans quoi que ce soit. Cette réalité contredit l'idée que les Américains sont les plus grands matérialistes du monde. En pratique, ils méprisent le matérialisme lui-même, car ils n'accordent aucune valeur à la matière ou aux expériences qu'elle peut procurer. Au lieu de rechercher un lien authentique avec le monde physique, la société semble déterminée à tout transformer en quelque chose de jetable, qu'il s'agisse d'un objet, d'un espace ou même d'un moment de la vie quotidienne. Le problème fondamental de cette séparation entre le travail et les loisirs est qu'elle crée une dichotomie artificielle qui empêche les gens de trouver une véritable satisfaction dans ce qu'ils font. Le travail est perçu comme un fardeau nécessaire, quelque chose qu'il faut endurer pour survivre, tandis que les loisirs deviennent une échappatoire, une compensation pour le temps perdu. Cette mentalité ne nuit pas seulement à la qualité du travail effectué, mais vide les loisirs de leur véritable potentiel d'enrichissement personnel. Lorsque les gens ne travaillent que pour gagner de l'argent et dépensent cet argent en divertissement passif qui ne nécessite pas d'engagement, la vie devient une suite mécanique d'obligations
et de distraction, sans véritable but qui relie ces deux dimensions de l'existence. Ce modèle est soutenu par une logique économique qui donne la priorité à la productivité et à la consommation plutôt qu'à l'expérience et au sens. Les industries du divertissement et de la technologie prospèrent en offrant des formes de distraction toujours plus sophistiquées, mais ces distractions ne remplacent pas le besoin humain de création, d'expression et de participation active au monde. Dans de nombreuses sociétés traditionnelles, les arts, la cuisine et l'artisanat faisaient partie intégrante de la vie quotidienne et n'étaient pas de simples activités séparées du travail. Au Japon, par exemple, la philosophie du shokunin, l'engagement à maîtriser un savoir-faire particulier, montre comment le travail peut être une forme d'épanouissement et même de méditation. Dans l'Occident moderne, ce lien s'est largement perdu et le travail est devenu une activité dissociée du plaisir ou de l'identité personnelle. L'aliénation du travail se reflète également dans le rapport à la consommation. Si le travail est un fardeau nécessaire, les biens de consommation et les divertissements deviennent des compensations pour le temps perdu. Cela crée une culture où l'acquisition d'objets remplace souvent la recherche d'expériences significatives. La publicité renforce cette idée en vendant l'illusion que le bonheur peut être trouvé dans une nouvelle voiture, un nouveau téléphone ou un nouveau vêtement. Cependant, ce bonheur est toujours éphémère, car la logique de la consommation exige que les désirs ne soient jamais pleinement satisfaits. Ainsi, le cycle se poursuit, encourageant un flux constant d'insatisfaction et de nouveaux achats, sans jamais combler le vide qui a motivé à l'origine la recherche de la consommation. La façon dont la technologie façonne cette relation est également remarquable. L'essor des réseaux sociaux, par exemple, a créé un environnement où les gens ne consomment pas seulement des biens, mais fabriquent aussi des expériences. Les photos de voyages, de repas et de moments heureux sont exposés comme des trophées numériques, projetant une version idéalisée de la vie qui ne correspond souvent pas à la réalité. Ce besoin constant de validation numérique renforce l'idée que la valeur de l'expérience n'est pas en soi, mais dans la façon dont elle peut être perçue par les autres. Ainsi, les loisirs deviennent également un champ de travail indirect, où l'effort de documenter et de partager chaque moment prend le pas sur le plaisir authentique de le vivre. Cette recherche incessante d'un extérieur à soi, que ce soit à travers la consommation de biens ou la construction d'une identité numérique, traduit une déconnexion fondamentale avec le présent. La valorisation excessive de la productivité et de l'efficacité a conduit à négliger les loisirs créatifs, le temps consacré à la contemplation et à l'appréciation des petites choses de la vie. Les cultures qui préservent encore ces valeurs, comme l'Italie, où la pratique du dolce far niente, le doux plaisir de ne rien faire, est reconnue comme une composante essentielle du bien-être, contraste fortement avec la société américaine, qui évolue à un rythme effréné et de manière utilitaire. Le paradoxe est que, dans la quête incessante de profiter au maximum de leur temps, de nombreuses personnes finissent par ne jamais vraiment vivre le moment présent. La solution à ce problème ne consiste pas simplement à travailler moins ou à se divertir davantage, mais à redéfinir la relation entre le travail et les loisirs. Lorsque l'on trouve un sens à ce que l'on fait, lorsque l'on travaille sur quelque chose qui nous intéresse vraiment et qui nous procure un sentiment d'accomplissement, la séparation entre le travail et le plaisir s'estompe naturellement. Les loisirs, quant à eux, ne doivent pas être une simple évasion de la réalité, mais peuvent devenir un prolongement du sentiment d'identité et de bien-être. Au lieu de consommer passivement, vous pouvez créer, explorer et vous engager activement dans le monde qui vous entoure. Le véritable matérialisme
au sens le plus noble du terme, n'est pas l'accumulation de biens, mais la capacité à se connecter profondément à la matière, que ce soit par le travail, les loisirs ou simplement l'appréciation du présent. Le résultat de cette déconnexion entre le travail et les loisirs est une société où les gens se retrouvent coincés dans une routine sans véritable satisfaction, alternant entre obligations ennuyeuses et distractions superficielles. Les loisirs devraient être un temps de repos et de régénération, mais dans la pratique, ils deviennent souvent une période d'engourdissement, une pause anesthésiante avant le retour au travail. Au lieu d'activités impliquant la créativité, l'interaction humaine et le contact direct avec le monde matériel, une grande partie des loisirs modernes consiste en une consommation passive de divertissement, où la seule exigence est de regarder, de glisser ou de cliquer. Cette forme de divertissement, aussi accessible soit-elle, n'offre pas de véritable sentiment d'engagement et de sens. L'alimentation est un exemple clair de ce processus. Manger, qui pourrait être une expérience sensorielle riche et une opportunité de connexion, est devenu une tâche mécanique de plus, où l'accent est mis sur la commodité plutôt que sur le plaisir. Les plats préparés et ultra transformés consommés devant des écrans illustrent cette déconnexion, où l'acte de manger est réduit à une nécessité fonctionnelle sans implication consciente. À l'inverse, des cultures comme l'Italie et la France valorisent l'alimentation non seulement comme une question de nutrition, mais aussi comme un moment essentiel de socialisation et d'appréciation. Le temps passé autour de la table, le choix minutieux des ingrédients et la préparation des plats sont des éléments qui enrichissent l'expérience, transformant le repas en quelque chose de plus qu'un simple apport calorique. Aux États-Unis, cette approche est souvent remplacée par des aliments industriels, prêts à être consommés immédiatement, souvent dépourvus de la saveur et de la texture qui rappellent leur origine naturelle. Il en va de même pour d'autres formes d'interaction avec le monde physique. Le trajet quotidien, qui pourrait être l'occasion d'observer le paysage, de réfléchir ou même d'interagir avec d'autres personnes, n'est traité que comme un obstacle à surmonter. Le temps passé dans les transports est souvent rempli de distractions numériques telles que les médias sociaux ou de courtes vidéos qui empêchent toute connexion réelle avec le milieu environnant. Ce comportement reflète la mentalité selon laquelle tout temps non consacré à un travail productif doit être occupé par des stimuli immédiats, laissant peu de place à la contemplation. À l'inverse, les sociétés qui valorisent un rythme de vie plus lent, comme le Japon, ont développé des moyens de tirer le meilleur parti de ces moments de transition. Le concept d'ikigai, par exemple, encourage la recherche de sens dans chaque aspect de la routine, des tâches les plus simples aux plus complexes, renforçant l'idée que le sens de la vie ne réside pas seulement dans les grandes réalisations, mais aussi dans les petites expériences quotidiennes. Le rapport au temps, comme le rapport à l'espace, est également profondément affecté par cette logique d'efficacité extrême. Au lieu de laisser la vie se dérouler à son rythme, on cherche constamment à éliminer toute forme d'attente ou d'inactivité. Cette pulsion se manifeste par le désir de consommer des divertissements sans relâche, d'éviter toute forme d'ennui et de remplir chaque seconde de la journée par une activité quelconque. Il en résulte un état permanent de surcharge mentale, où l'absence de stimuli est ressentie comme un inconfort intolérable. Cela conduit au phénomène de l'anxiété numérique, où le besoin de vérifier constamment les notifications et les mises à jour empêche les gens de se déconnecter et d'être simplement présents dans l'instant. L'ironie est que cette quête de remplir chaque instant finit par vider l'expérience, la rendant fragmentée et superficielle. Si cette déconnexion du monde matériel
affectent même des aspects fondamentaux tels que le travail, les loisirs et l'alimentation, il n'est pas surprenant qu'elles s'étendent également à la manière dont les gens perçoivent leur propre vie. La recherche de l'efficacité et d'une productivité constante donne le sentiment que le temps n'est jamais suffisant, comme si la vie était toujours en deçà de ce qu'elle pourrait être. Cette insatisfaction chronique alimente une culture de la comparaison, où les réseaux sociaux deviennent les vitrines de vie apparemment plus intéressantes, plus épanouies et plus réussies. Ce cycle perpétue l'idée que le bonheur est toujours dans le futur, toujours dans le prochain objectif, le prochain produit, le prochain divertissement. Le véritable matérialisme, cependant, ne réside pas dans cette poursuite incessante, mais dans la capacité à être présent, à apprécier les moments simples et à reconnaître la valeur des expériences directes avec le monde. Dans un monde où tout semble éphémère et jetable, la véritable révolution consiste peut-être à réapprendre à apprécier ce qui est concret, tangible et réel. Le véritable matérialisme ne consiste pas à accumuler des biens ou à rechercher l'efficacité à tout prix, mais à se connecter véritablement à la matière, au présent et aux expériences réelles qu'offre la vie. Or, la société moderne, axée sur la vitesse, la consommation et la distraction, nous éloigne de plus en plus de ce lien essentiel. Le travail, qui pourrait être une source d'épanouissement, devient souvent une obligation mécanique, tandis que les loisirs, qui devraient être un moment de régénération et de plaisir, deviennent une distraction passive qui n'apporte pas grand-chose à la vie. Cette séparation artificielle crée une existence fragmentée, où chaque partie de la vie est réduite à une fonction utilitaire, au lieu d'être appréciée pour ce qu'elle est vraiment. Le rapport même au plaisir s'est distendu. Au lieu de rechercher une véritable satisfaction dans les petites choses, comme préparer un repas dans le calme, se promener tranquillement ou avoir des conversations enrichissantes, de nombreuses personnes sont conditionnées à rechercher une gratification immédiate et superficielle. Les réseaux sociaux, par exemple, ont transformé notre façon de découvrir le monde, réduisant les interactions humaines à des likes et des views, et remplaçant les expériences authentiques par des versions idéalisées de la réalité. Le paradoxe est que, malgré l'accès à des formes infinies de divertissement et de distraction, le sentiment de vide persiste. En effet, un véritable lien avec le monde matériel ne peut être remplacé par des simulacres numériques, aussi sophistiqués soient-ils. Ce détachement de la matérialité a un impact non seulement sur l'individu, mais aussi sur la société dans son ensemble. Le mépris du travail manuel et l'obsession de la consommation rapide aboutissent à un monde où la production de déchets augmente de manière exponentielle, tandis que la valeur de ce qui est fait pour durer diminue. Des produits qui pourraient être utilisés pendant des décennies sont jetés en quelques années pour faire place à des versions légèrement plus efficaces, mais pas toujours plus significatives. Il en va de même pour l'architecture et l'art. Les bâtiments sont construits rapidement, sans le soin et l'attention qui garantiraient leur pérennité, tandis que de nombreuses expressions artistiques modernes sont créées pour choquer et attirer l'attention plutôt que pour transmettre quelque chose de durable. Cette déconnexion n'est cependant pas inévitable. Il existe des moyens de reprendre contact avec le monde réel et de redécouvrir la valeur de la matérialité. Cultiver les compétences manuelles, ralentir le rythme de vie et adopter des pratiques plus conscientes dans la vie de tous les jours sont des moyens d'inverser cette situation. Les sociétés qui préservent les traditions de l'artisanat, de la gastronomie et des formes de travail qui exigent du dévouement démontrent que la richesse d'une culture ne réside pas seulement dans son développement technologique, mais aussi dans sa capacité à créer quelque chose de significatif.
De petites habitudes, comme cuisiner davantage à la maison, privilégier la qualité à la quantité et rechercher des moments de contemplation sans distraction, sont des étapes concrètes pour retrouver une relation plus équilibrée avec le monde matériel. Si cette réflexion a fait sens pour vous, je vous invite à aimer la vidéo et à vous abonner à la chaîne. C'est une façon de renforcer ce travail et de permettre à plus de contenus comme celui-ci d'atteindre plus de personnes. Et si vous voulez aller plus loin et contribuer directement pour que je puisse continuer à proposer des réflexions comme celle-ci, n'importe quel montant de soutien fait toute la différence. Votre aide renforce ce travail et permet à davantage de contenus comme celui-ci d'atteindre plus de personnes. Laissez un commentaire sur ce qui vous a le plus frappé dans ce sujet et partagez vos idées. Selon vous, que peut-on faire pour retrouver ce lien perdu avec le monde matériel? Poursuivons cette conversation.